quelle que soit la cuvée, en fait, tout est à peu près travaillé de la même manière. Donc en fait, j'étais ingénieur d'études à l'université, donc sur des programmes de recherche, je faisais de l'histoire. On aime manger, on s'intéresse, voilà, c'est des sujets vraiment passionnants. La culture alimentaire, montrer la diversité que la France est belle, qu'il y a plein de bons produits, après à boire dans la modération, etc. Après, c'est vrai que quand on est jeune, on va plus sur les bières ou les alcools. Après, il ne faut pas non plus stigmatiser, hein. On a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au vin. Salut à toutes et tous, c'est Hugo, vous êtes bien chez Baltaz, le podcast qui part à la rencontre des vignerons et des vigneronnes à travers la France. Bienvenue dans ce nouvel épisode, on repart dans la Loire avec une vigneronne, Laurie Callot, à Restigné, entre Tours et Angers. Elle dirige aujourd'hui avec son frère, Emmanuel, le domaine de la chevalerie et représente la 14e génération des Callot. Oui, vous avez bien entendu. Un magnifique lieu, les vignes sont juste autour de la maison, les caves sont immenses. Je vous invite vraiment à y passer si vous êtes dans le coin. Cet épisode vous permettra de retracer presque 400 ans d'histoire agricole et viticole française, avec Laurie donc, historienne de formation. Quel luxe! Alors l'histoire récente, elle, est plus triste, avec les subites disparitions du papa et de la grande sœur de Laurie, et on la remercie d'autant plus pour le temps accordé. Mais vous allez découvrir une jeune femme qui bouillonne d'énergie, travailleuse, convaincue. 30 hectares gérés en petit comité, ça amène des difficultés, ça provoque des réflexions pour l'avenir. En attendant, les vins, quasiment que des parcellaires, sont des références pour découvrir l'appellation Bourgueil. Si vous souhaitez vous en procurer, rendez-vous sur baltaz.co. Pensez à noter le podcast sur votre plateforme et à le partager autour de vous. Merci et bonne écoute. Allez, c'est parti. C'est parti ? Ouais, allez, bonjour tout le monde. Donc on est au domaine de la chevalerie à Restigné, un domaine en biodynamie, dans l'appellation Bourgueil. Pour venir, moi je suis passé par le village peut-être un peu plus connu à l'échelle nationale de Saint-Nicolas de Bourgueil. On en parlera, c'est un sujet qui m'intéresse. Pourquoi Saint-Nicolas c'est plus connu que Bourgueil ? On en parlera. Déjà, une particularité, voilà, c'est une appellation qui par rapport à Saint-Nicolas, si on commence les différences, peut-être on en parlait avec un petit peu plus de coteaux. Alors les coteaux d'ici qui ne sont pas forcément très pentus, mais un petit peu plus de pente. Et même à l'intérieur de Bourgueil, ici précisément dans ce domaine, on est plutôt sur les hauts de l'appellation. Tu me diras si je me trompe. Non. Mais voilà, du coup, plutôt sur les pentes de Bourgueil avec du coup de très très beaux terroirs. Intéressant d'être ici aussi pour moi, parce que quand j'en ai parlé aux confrères, ouais. Ils m'ont tous dit ah oui, tu vas voir, ça va être bien, chevalerie, Laurie, ils sont engagés, ça va être cool, elle va te donner vraiment une belle vision, etc. Et puis on est dans un domaine quand même très historique, puisque de ce que j'ai compris, tu représentes la 14e génération. Oh là, énorme. Voilà, c'est quand même un truc de fou. Enfin, moi, c'est une belle histoire. Voilà, c'est une première. Voilà, bon, je suis ravi d'être là, donc avec Laurie Callot. Salut Laurie. Moi aussi je suis ravie, salut, bonjour à tous. Voilà. Il y a beaucoup de choses dont je voulais qu'on parle. Toi, bien sûr, ton histoire, ton parcours. L'idée de transmission, j'aime bien aussi parler de ça quand on récupère les domaines de ses parents. Le travail aussi, du coup, entre frères et sœurs. Et puis, aussi un truc dont j'ai envie qu'on parle, c'est quand on est finalement à la 14e génération, est-ce qu'on a vraiment eu le choix de devenir vigneron ? Ça, c'est des thématiques qui m'intéressent. Évidemment, après, le domaine, l'histoire jusqu'à présent, alors elle est très longue, mais voilà, que tu nous dresses un petit peu un panorama de qu'est-ce qui s'est passé. Et peut-être ce qui m'intéresse, c'est aussi dans la construction du domaine, ce que un peu chaque génération, ou tout du moins les récentes, ont apporté, ont changé, quelle a été la patte des différentes générations. Ça aussi, c'est des thèmes qui m'intéressent. On va parler de la Loire, évidemment, cette immense région viticole. Belle région. Voilà, très plurielle et du coup des appellations ici locales. Et puis enfin, dans une dernière partie, un petit peu plus concrètement, comment ici le travail s'organise. Voilà, comment est-ce que vous travaillez de la vigne jusqu'au commerce, l'accueil, etc. Tout ça, c'est des trucs qui m'intéressent. Voilà, mais avant tout ça, Laurie, tu as tout le temps que tu veux. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Ah bah oui, faut commencer par là. Ouais. Donc voilà. Donc moi je suis revenue assez récemment au domaine en 2017 en fait. Et du coup, pour répondre à ta question, nous on a vraiment eu le choix de nos parcours. Donc on a la chance d'avoir
un papa et une maman très ouverte d'esprit et qui, malgré l'histoire sur les épaules, ont vraiment voulu que les enfants s'épanouissent et fassent ce qu'ils aiment. Donc on est 3 enfants et on a eu tous des parcours très très différents. Donc au départ, personne pensait revenir sur le domaine. Donc au grand désespoir du grand-père, impossible d'arrêter comme ça une histoire familiale. Mais notre père voulait vraiment qu'on fasse ce qu'on souhaitait. Donc tous des parcours très différents. Et puis en 2003, mon frère décide de revenir après un parcours et un travail dans le traitement de l'eau, la physique-chimie, voilà. Ok, il a quel âge du coup lui en 2003 ? Pardon ? Il a quel âge en 2003 ? Faut faire le calcul, il est né en 75, donc voilà, Petite 30, non, 38 ans, c'est ça ? 75, 85, 95... Non, 2003, 28 ans alors. 2003, Ah non, donc assez 28 jeune. ans, Oui, ouais. Donc assez jeune. Assez jeune, tout à fait. Et voilà. Et du coup, ma sœur qui suit dans la foulée. Voilà, Stéphanie. Donc Emmanuel et Stéphanie qui sont revenus du coup aux côtés de notre père. Moi j'ai un petit peu de différence d'âge, donc voilà. Donc moi je suis revenue beaucoup plus tard. Ok. Mais Et donc toi, ton parcours, ouais. si tu dis que t'es revenu, ça veut dire que t'es parti d'abord ? Oui, on est tous partis d'abord, plus ou moins loin. Ma sœur était partie même sur les terres écossaises, voilà. Et du coup, moi, je travaillais dans un autre milieu. J'étais ingénieure d'études à l'université, donc sur des programmes de recherche. Je faisais de l'histoire de l'alimentation, donc il y a quand même un lien. Puis à un moment, voilà, se mettre à travailler sur des programmes de recherche sur l'histoire du vignoble de Loire. Puis à force de rencontrer des vignerons, autres que chez soi, des vignerons particulièrement sympathiques, et à travers le biais plutôt patrimonial, avoir envie de revenir et de s'intéresser au terrain, au travail de la vigne. Voilà. Donc petite formation au lycée viticole d'Amboise. Voilà, il y a des CS Vitibio. Donc ça, c'était 2017. Voilà. Et donc toi, t'avais quel âge en 2017 ? J'arrivais sur la trentaine. Ok. Voilà. Donc après une première quand même partie de vie pro, du coup, en recherche. Comment on décide de vouloir faire ça quand on est gamin là Tu commences par quoi ? Tu commences en fait par des études Oui, à la le fac, système parce que tu sais pas universitaire, moi, un passionné d'histoire, voilà. Donc, C'est fac d'histoire au début, du coup. Ouais, tout à fait, une fac d'histoire. Où ça ? À Tours. Et puis il y avait une équipe alimentation, il y a un gros laboratoire sur les sujets alimentaires. Donc un master d'histoire et culture de l'alimentation, voilà, pas seulement à Tours, mais à Bologne et à Barcelone. Et puis voilà, de belles rencontres. On aime manger, on s'intéresse, voilà, c'est des sujets vraiment passionnants, la culture alimentaire. Il y a tout ce qui va autour et voilà qu'on n'imagine pas forcément, voilà, quand on mange, mais c'est vrai que c'était le côté sympathique et très intéressant et voilà, du coup la chance de pouvoir poursuivre un petit peu dans le milieu de la recherche qui me passionnait. Ça vient des initiations, parce que je sais qu'à la fac, on est obligé, je crois, de passer par des petites UE de recherche en licence. Parce que ton master, ouais. c'est un master recherche. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Et donc ça vient de la licence, c'est quoi ? C'est un prof ? Oui, des rencontres, donc particulièrement avec un vigneron, un enseignant en fait en histoire ancienne, Thibaut Boulet, qui est aussi une famille de vignerons. La famille Boulet, Sancerrois, Chavignol, plus particulièrement, et du coup qui m'a aussi permis de... Qui était étudiant ou prof ? Qui était prof, qui était enseignant. Okay. Et qui aussi abordait ce côté viticole par un autre biais finalement moins technique, mais tout aussi passionnant. Et du coup, des belles rencontres en fait, tout simplement. Ok. Et juste avant ça, le lycée, tu l'as fait dans le coin ici Ah oui, on reste local, sur Chinon. Voilà. On a aussi à Bourgueil quand même, on est assez ouvert d'esprit, on ose traverser la Loire. Oui, parce que Chinon, c'est de l'autre côté de la Loire. C'est de l'autre côté de la Loire. Okay. Et comment, c'est intéressant, comment tu penses que tes parents, ils ont pensé organiser le truc dans votre éducation pour que justement créer cette envie de liberté et cette envie de faire autre chose chez toi et tes frères et sœurs? Comment
Comment ils ont organisé ça? Parce que j'imagine quand même que quand tu es au lycée, que les gens ils commencent à comprendre, tu devais quand même être la fille de, tu vois. Après, par ici, beaucoup sont Voilà. fils et filles de C'est vignerons. pas faux. C'est pas faux. C'est quand même l'activité principale. Ouais. Donc ça et la centrale nucléaire de Chinon, voilà, c'est quand même les deux principaux secteurs Ouais, d'activité. ça draine On un n'était max de on monde. n'était pas isolés en fait. Donc après, il y a vraiment voilà ce choix qui nous a été fait. Et c'est vrai on aurait pu avoir la pression, voilà, de se dire, faut pas que ça s'arrête comme ça. Après, peut-être en nous, on a aussi, on n'avait pas envie que ça s'arrête, et du coup, ça nous a aussi incité à revenir. Mais on est quand même revenu, voilà, sans pression aucune. Voilà. Et ça s'organisait comment? C'est-à-dire tes parents, ils vous amenaient, ils se trouvaient du temps là ici au domaine pour vous amener voir d'autres choses, pour vous ouvrir à d'autres choses, ou c'était plus dans les discours, dans les repas, tu vois, à quoi tu l'attribuerais? Disons si un jour toi t'as des Oui, enfants, oui, tu vois, oui. tu vois ce que je veux Mais dire? non, non, après, on a vraiment, enfin, on a baigné quand même dans le vin. Le papa, enfin, était toujours, enfin, voilà. Notre père était plutôt du côté, s'occupait plutôt du côté cave. Notre mère a toujours été dans les vignes, plutôt du côté caché, voilà. Donc, on a la chance que voilà, notre mère arrivait à faire la part des choses et à l'aimer pendant les repas, qu'on parle d'autres choses, et voilà. Même si souvent c'était bien compliqué et que finalement toujours le sujet vin revenait avec notre père. Voilà, c'est quand même difficile quand on travaille en famille d'arriver à séparer, mais ça c'est dans tous les métiers, Ouais, hein, ouais, ouais. d'arriver à séparer les choses. Donc mon père, honnêtement, il a eu du mal à se détacher de sa cave. Donc on n'a pas vu grand-chose d'autre du côté du papa. Après, c'est plus la maman, voilà, qui nous a amené à découvrir d'autres choses. Voilà, une ouverture sur d'autres activités, d'autres mondes, etc. Et Ok. surtout cette possibilité de dire qu'on est libre et qu'on n'est pas obligé de refaire le même métier que ses parents. Ok, donc les rencontres à la fac, notamment du coup de ce prof là, t'amènent à avoir envie de t'inscrire en master recherche. Et tu dis après carrément que du coup, ça veut dire que tu as commencé une thèse après le master ou non? Non, non, j'ai pas fait de thèse, donc j'étais en master recherche. Après, j'ai été sur Lyon parce que du coup, le côté valorisation patrimoniale, ça m'intéressait beaucoup, et du coup, il y avait Ça veut dire quoi? Tu peux expliquer exactement? valoriser, voilà, le fait que le travail, toute notre histoire, voilà, pouvoir la rendre accessible au grand public, en fait. Le vin, c'est pas seulement une boisson, c'est un paysage, c'est une histoire, c'est des hommes derrière, voilà, des évolutions, et il y a tout plein de choses, en fait, derrière le verre que l'on peut déguster à la maison ou entre amis, etc. Et du coup, c'était plutôt mettre en avant, voilà, cette diversité des aspects qui entourent le vin, en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de culture, hein. C'est pas un produit anodin. Et c'est vrai que la France est belle, plein de bons produits, voilà, qui ont une histoire, et des hommes qui Et y comment? travaillent. Et c'est quoi alors le travail concrètement? Valoriser le patrimoine? Parce que Valoriser c'est. le patrimoine, après, il y a plein d'aspects. Après, il y en a qui peuvent travailler dans des Oui, musées, voilà, parce que ça. Eux, voilà. ils Il y font en pas a. de recherche. Quand tu fais de la recherche, tu essayes. Oui, mais du coup, là, ce que je disais, quand j'ai été sur Lyon, c'était pour essayer d'ouvrir et à être pas seulement en recherche, pouvoir aussi être au contact plutôt des professionnels, et pouvoir aller plus loin. Parce que c'est vrai que la recherche, c'est super, hein, mais aussi, faut pas que ça reste dans des placards Ok. ou inconnus. Voilà, c'est c'est ça souvent l'idée. Voilà, l'historien dans les archives, voilà, après il sort des papiers, etc. Mais après, ça reste où? Enfin, les vignerons, ils lisent pas forcément. Enfin, voilà, il faut arriver à capter l'attention des gens sur ces aspects-là. Et tu travailles pour qui alors concrètement? Du coup, après mes études, j'avais été embauchée avec la région, et du coup, la fac de Tours, il y avait un pôle alimentation, et il y avait de gros projets donc de valorisation des patrimoines alimentaires. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai fait tout plein d'activités, et notamment des gros projets au niveau des appellations pour valoriser les histoires viticoles. Voilà. Et après, le sujet, c'est que quand on travaille à l'université, c'est toujours, voilà, on parlait tout à l'heure de difficultés, voilà, à mener des projets, à les valoriser. Voilà, des fois, c'est pas facile.
Et c'est ça aussi qui m'a donné aussi envie de revenir plutôt sur le domaine et sur le terrain pour pouvoir aussi mener jusqu'au bout certaines choses. Tu dis du coup, Voilà. ouais, des fois, j'imagine, moi, je travaille dans le public aussi, des fois des frustrations par rapport à l'idée que tu as envie de faire et ce que tu peux faire finalement par Bah rapport oui, au et puis financement. finalement des choses qui aboutissent pas et ça, enfin, t'as fait de la recherche, mais pour moi l'idée de la recherche c'est que ça soit utile, que ça, voilà, que ça serve à quelque chose et que ça va, enfin voilà, c'est pour ça qu'on parlait de valorisation tout à l'heure, voilà. Ouais. Et là c'était vraiment de la recherche, mais Qui malgré les restait trop efforts, fondamental. qu'on avait fait pour travailler avec les appellations, voilà, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout des projets, parce que aussi c'est compliqué, enfin les vignerons. Sensibiliser les vignerons à ces questions-là, là, ils sont beaucoup pris par leur travail et tout. Donc, c'est vrai que il y a beaucoup de sujets, hein. Il faut arriver à capter l'attention de tout le monde. C'est parce qu'avec les vignerons, tu voulais faire quoi? Bah, Tu du coup, voudrais avec être les celle qui vignerons, on leur... travaille aussi avec les vignerons bah, pour que justement ce projet puisse les intéresser et qu'ils puissent vraiment l'utiliser après pour valoriser leur production. Et puis, eux-mêmes parler mieux finalement de leur histoire. Ouais, c'est Voilà. ça. Donc, en termes de pouvoir devenir plus compétent, Bah sur oui, toute la savoir partie un parler de peu leurs produits. no-tourisme, etc. Oui, et puis voilà, connaître son histoire, parce qu'en fait, beaucoup de vignerons connaissent pas leur, enfin, le passé loin, enfin, voilà, les transformations, etc. Ou rien qu'une ouverture d'esprit, voilà, voir qu'ils ont une pépite entre les mains. Et du coup, c'était Pas seulement essentiellement là-bas, des vignerons autour de Lyon, Vallée-du-Rhône et tout Non, ou... c'était la Loire. Ah, c'était la Loire, ok. Mais la C'était Loire en vers Loire. là-bas, Non, Roanne, tout non, ça non, ou... non, non, il y avait le Sancerrois, du coup. Ok. Mais après, c'était vraiment la Loire pure, des vignobles de Cheverny, Vouvray, voilà. D'accord. Et ok. Et du coup, mélange un peu des fois de frustration et d'envie de refaire des choses peut-être plus concrètes, Voilà, où il y a tout un à début fait. et une fin. Ça, c'est C'est un ça, truc. c'est important. Tu vois, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure. Mhm. Moi, l'idée d'avoir deux activités, c'est aussi un peu ça. C'est que moi, un truc quand t'es prof, c'est que le travail n'est jamais fini. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, oui. Le gamin, il a jamais fini de Ah bah non, il progresser. apprend toujours. Voilà, tu vois. Et du coup, en fait, c'est un boulot où il n'y a pas de fin. Mm. Moi, j'aime bien quand j'ai un meuble à monter, il y a un début, il y a une Il y a une fin, fin. et cette satisfaction à la Ah fin bah oui. d'avoir fini le travail, en fait, c'est un plaisir qu'en tant que prof, tu connais peu. Et tandis que, tu vois, là, aujourd'hui, je viens, Mm. je vais repartir avec mon épisode sympa et tout, Ouais. hop, le travail, il est fini. Et ça, Ouais, c'est un truc bah sympa. oui, oui. Et puis que, enfin voilà, te dire aussi que certains vont être tiqués, enfin, l'écouter, etc. T'as des objectifs aussi derrière, et voilà, c'est aussi, voilà, aller jusqu'au bout et que ça serve à quelque chose, ce que tu as fait, que ça va pas rester dans ton placard. Enfin, normalement. On verra. Et du coup, quand tu reviens, tout ce que tu as fait, toi, dans ce travail-là de recherche et tout, ça a servi ici, ça, concrètement, ou finalement pas tant, parce que c'est des connaissances que tu avais déjà ou... Oui, après, en fait, ces sujets-là sont importants quand on discute avec les gens, quand on accueille les gens. Et c'est vrai qu'ici, on accueille quand même les gens. Mais c'est vrai que le cœur du métier, ça reste quand même la vigne et la production. Et c'est vrai que quand on est du côté plutôt recherche universitaire, ben, en fait, on se rend pas compte forcément du métier, et on comprend mieux quand on revient que les vignerons n'aient pas le temps de passer leur soirée à des réunions pour valoriser le côté historique du vignoble, voilà. Donc, on Un peu de comprend. recul. Donc voilà, il y a plein de choses à faire ici. Et tu es en contact encore avec des anciens collègues à qui, du coup, justement, tu peux donner un espèce de retour d'expérience en étant de l'autre côté, de dire, ah, si ça, on n'a pas réussi à le faire, peut-être que ça, on aurait pu le faire Oui, autrement ou pas. après, surtout maintenant avec des vignerons que je recroise, je leur dis, bah oui, je comprends, mais je comprenais déjà avant, parce que voilà, j'avais la famille, voilà. Mais je comprends bien que c'est pas simple, en fait. Il y a rien de simple. Ok, donc tu reviens ici. Ton frangin et ta frangine ont déjà repris. Ils travaillent avec ton papa, je crois, il y a une période. Ouais. Voilà. Voilà. Mon père est décédé en 2014. Ouais, voilà, c'est ça. Et il y a un truc, moi, moi, j'ai une sœur. Et je crois qu'on pourrait pas travailler ensemble, quoi. Tu vois, il y a un côté... comment vous avez organisé ça? Est-ce que vous avez est-ce que vous êtes dit de suite, bon,
on fait tout ensemble. Bon, ok, toi, tu t'occupes d'un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Comment ce travail-là, il s'organise? Ah bah oui, ça c'est tout un chiffre, il faut que chacun trouve sa place. Donc moi je suis surtout revenue du coup vraie année complète, donc 2018. Et bah, du coup, la chance que du coup, c'était déjà un petit peu organisé. Donc, mon frère a toujours été plus la partie vigne, ma sœur vinification et puis commerce. Voilà. Donc, c'était vrai que c'était déjà assez bien réparti les sujets. Donc, en fait, quand je suis arrivée, moi, j'ai eu la chance voilà, de pouvoir toucher un petit peu à tout. Et c'est vrai qu'après, du coup, cette formation à Amboise, moi, j'avais surtout envie d'être dans les vignes. Donc j'ai pu vraiment me concentrer voilà, sur le sujet vigne au départ. Enfin, voilà, les premières années de mon arrivée. Et travailler avec la fratrie, là, c'est des trucs que quand vous étiez gamin, vous vous disiez, ouais, on le fera un jour, on a trop envie, ou sans plus, Non, ça non, vient non. avec le temps? Et après, non, mais enfin, aucun d'entre nous déjà pensait revenir Ouais. ici, donc travailler ensemble, du coup, encore moins. Et après, on a la chance que, voilà, moi, mon frère et ma sœur m'ont très bien accueilli. Ils ont été très bien accueillis par mon papa. Enfin, voilà, il y a eu des beaux échanges. Et ça, c'est formidable de se sentir quand même la bienvenue. Et de se sentir les bienvenus, voilà, dans l'arrivée. Et voilà, qu'ils aient envie, qu'ils te donnent des choses à faire, etc. Ils te font confiance, etc. Ça, c'est vraiment chouette. Et ça te donne envie voilà, de continuer à apprendre, parce qu'on apprend tout le temps, de toute façon. Ok. Et ok, super. Et du coup, aujourd'hui, ça s'organise comme ça. Toi, tu t'es toujours plus vigne. Non, Parce que là, c'est toi qui m'accueille. Donc, oui, parce que malheureusement, notre sœur nous a quittés en 2021, brutalement. Voilà. Donc bah là, c'est sûr qu'on n'est pas on n'était pas préparé et sûr, tout. Ça devient terrible, Donc il y a plein de choses qui sont bouleversées et du coup voilà, faut sortir de sa zone de confort et apprendre d'autres choses que tu maîtrises moins. Du coup, maintenant c'est moi qui accueille un petit peu plus, voilà. Clair de suite que ça allait continuer suite à cet événement. C'était Familial. Ouais, c'était clair que ça vous alliez continuer. Il y a eu. Après, t'arrêtes pas comme ça une exploitation, viticole. Hein. Après, notre père et notre sœur, ils auraient pas aimé. Enfin voilà, là on se dit, ils auraient pas aimé C'est l'héritage. qu'on continue pas et tout. Ils se sont donné énormément de mal, ma sœur jusqu'au bout. Enfin voilà, et t'es très active ici, etc. Donc voilà, on a envie de continuer. On a envie de continuer pour eux, même si c'est vrai que ça te fait poser des questions quand même. Voilà, sur ta manière de vivre ton métier. Voilà. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr voilà. Que quand on connaît ces drames dans les familles, c'est sûr que c'est des moments de prise de recul et de se rappeler ce qui était important, quoi. Ouais, voilà. Bon, ok, d'accord, ça marche. Pour continuer un petit peu, peut-être passer sur des choses un peu plus légères. Du coup, Laurie, quand elle est pas dans les vignes ou ici à vendre du vin, elle fait quoi? Ah maintenant elle est au bureau. Alors ça c'est vrai que c'est moins joyeux. Qui aime le bureau? Alors ça s'il y en a, voilà, l'administratif, voilà. Mais malheureusement faut apprendre. Donc voilà, avant de pouvoir déléguer, faut connaître quand même un minimum le sujet. Donc là c'est voilà, on essaye de faire ça. Ok, mais ça c'est encore pour le boulot. Voilà, et en fait, notre vie maintenant, c'est quand même vachement centré sur le boulot. Voilà, on a un peu des vies de fous en fait. Ouais. Ah ouais, ça ressemble à quoi une semaine alors? Une semaine se partage entre toutes les activités d'un vigneron, mais il n'y a pas de. Vous prenez pas de jour off, par exemple le dimanche ou quoi? Vous travaillez? Oui. Après là, on a un peu de mal nous. Après, on a aussi des problématiques aussi depuis quelques mois. C'est que comme beaucoup de métiers, la vigne recrute. Donc voilà, des petites équipes, donc beaucoup plus à faire aussi. Donc il y a de quoi s'occuper. Il y a quand même de quoi s'occuper. Voilà. Ces difficultés, Benoît m'en a parlé aussi. De ces difficultés, il cherche quelqu'un aussi a priori depuis un moment pour la vigne. Ouais.
d'ailleurs prêts à former, quoi. Enfin, Ah oui, prêts oui, non, il n'y a prêts- pas de... Ouais, ouais. La formation, maintenant, on est habitué, hein, on forme. Mais le problème, c'est quand même d'arriver à avoir quelqu'un qui reste quand même minimum un an. Maintenant, là, c'est vrai qu'on est sur des grosses rotations et ça, c'est vraiment c'est très, très compliqué. À quoi tu l'attribues? C'est vrai qu'on est un petit peu au milieu, finalement, de Tours et Angers, là. À peu près, on est à mi-chemin de chaque Oui, côté. après, c'est vrai qu'on est un petit peu loin des villes. Ça, c'est vrai. On est loin de Saumur, un peu loin de Chinon. Donc, c'est vrai que c'est pas une zone non plus très, très attractive. Voilà. Après, il y a plein de paramètres. Hein, Il doit y avoir quand même des lycées en rapport avec le vin, Oui, il y a les etc. lycées viticoles d'Amboise, il y a Ouais. Montreuil-Bellay. On a la chance d'avoir il y a un pôle aussi, un petit pôle à Chinon. Voilà. Non, puis après, ça dépend des périodes. Mais c'est vrai que maintenant, on n'est plus sur des saisonniers. C'est vrai il y a une grosse rodation de manœuvres. Mais voilà, après, les jeunes ou moins jeunes, c'est vrai, ils veulent découvrir maintenant le travail chez différents vignerons. C'est fini, hein, le temps où, où on restait 15, 20 ans, où toute la carrière, on le faisait chez la même... Ouais, quand on est... sur Ouais, la même exploitation. Ça, ouais, c'est vrai que c'est terminé, mais c'est aussi des choses qui changent. ouais. Voilà. Quand on est jeune, ouais. Après, il y a un moment où, Ah, où dans on la se vie, on a pose. envie de se On poser. se pose, Et mais... là, c'est dur, quoi. C'est dur de trouver des gens qui sont OK de se poser par ici. Bah oui, oui, et qui restent sur un métier. Après, il y a beaucoup de reconversions, il y a beaucoup de personnes qui ne trouvent pas dans leur filière d'origine, et du coup, en attendant, qui veulent travailler dans la vigne. Donc c'est pour ça que, voilà, là, par exemple, on est sur une période où c'est plutôt facile de retrouver des saisonniers. Mais c'est vrai, nous, ce qu'on voudrait, c'est quand même plutôt des permanents. Ouais, Voilà, Bah oui, oui, oui. c'est ça. Oui, parce que rien ne remplace le fait de voir 2, 3, 4 millésimes, 2, 3, 4 Ah années, bah oui, 2, 3, 4... on apprend. Enfin là, par exemple, on taille, mais c'est vrai qu'on peut apprendre à tailler, mais la sensibilité, la ça, finesse de la taille, ça s'acquiert avec l'expérience, hein, avec les années, qui ouais. peut amener ça. Non, c'est Voilà. clair, c'est clair, c'est clair. Et puis, on peut pas non plus faire que de former. C'est aussi très compliqué pour nous, voilà, de faire que de former. Ouais. Bah, encore si tu formes, tu peux voir ça comme un investissement. Si tu sais que la personne, Si la personne c'est reste, mais quelqu'un... je Voilà. veux dire, enfin, c'est pendant que tu formes, du coup, tu tailles moins, tout est, voilà, mais maintenant on forme énormément, hein, mais après, ça nous gêne pas de former, mais c'est vrai qu'on aimerait quand même que les personnes restent un petit peu plus longtemps. Et est-ce que... Mais ça, tout est compliqué. Et après, c'est aussi le fait, voilà, après, c'est aussi la question des salaires, hein, qui se pose dans la viticulture, hein. C'est-à-dire? Le fait que après, déjà quand on n'arrive pas à rémunérer non plus à sa juste valeur après le travail d'un permanent. Et après, ça, c'est des questions de la valorisation de la production, etc. Après, ça dépend des... Ça, c'est intéressant, c'est la aussi. question que j'allais te donner. Du coup, face à ce constat, est-ce que vous, ici, vous avez mis en place des choses spécifiques? Tu vois, Benoît me parlait, par exemple, d'un intéressement, un intéressement au bénéfice, de ce genre de choses qui proposent, du coup, à des permanents qui le recrutent. Est-ce que vous aussi, vous avez mis en place ce genre de choses un peu nouvelles? On avait commencé, mais c'est vrai que là, du coup, c'est des personnes qui veulent pas rester. Donc, qu'est-ce que tu veux? Ouais. À la base, ils savent qu'ils vont pas rester. Après, c'est des choses tout à fait à penser. C'est fou ce manque-là. Et ça n'existe pas, moi, je suis comme ça, moi je suis un mec qui a plein d'idées. Ça n'existe pas une espèce d'agence de recrutement après, spécialisée ou Après, pourrait... il peut y avoir par ici des équipes qui viennent travailler. Mais après, c'est vrai du coup, c'est pas toi qui gères les équipes, donc c'est pas toi qui les formes. Donc après, c'est vrai que quand tu es un peu maniaque, ce qui est notre cas, ça on l'avoue, sur le travail de la vigne, et c'est pas forcément fait comme toi tu voudrais, voilà. Donc après, voilà, après aussi, tu peux faire appel à de la main-d'œuvre étrangère, tu peux trouver des choses. Et après, c'est vrai que sur Vouvray, ils ont des super équipes de tailleurs pour les bourgeonnages. C'est vrai que par ici, ça manque un petit peu. Mais c'est des équipes, c'est-à-dire, c'est quoi? Bah, C'est des entreprises qui sont... Non, souvent, c'est des fois même des vignerons qui gèrent les équipes, des petits vignerons. Et ils ont un petit groupe. Un petit pool et ils passent dans les domaines. Ils passent dans les domaines. Ils passent dans plusieurs domaines, ils se font payer une prestation de Ouais, taille. tout à fait, ouais. Ah, ok, j'avais jamais entendu ça. Ok. Et quand le travail est bien fait, y a pas de problème, c'est chouette. Et... Après, c'est vrai que c'est difficile à gérer. Il faut arriver à gérer une équipe comme ça. C'est vrai que c'est aussi tout un boulot. Hein. Ouais.
Ouais, c'est des gens, c'est des gens qui sont préformés, mais qui connaissent pas ici précisément, etc. Oui, puis après, c'est toute la question de l'organisation. On y arrivera. De toute façon, c'est un truc, important ici. Donc, ok. Donc, en ce moment, période sans beaucoup de loisirs. Ouais, bah après, c'est des métiers pour toi. passion. Bien sûr. On est tout le temps en vacances. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut le voir comme ça. Ah, t'as vu quand même, quand t'étais à l'extérieur, on est bien. On n'a pas à se plaindre. Ah oui, c'est beau. C'est clair. Ok, allez, si on passe un petit peu sur le domaine, plus l'histoire, C'est ça. parce que le truc un peu fou, voilà, c'est ça, 14 générations qui se suivent, ça paraît... Bah, c'est énorme, quoi, c'est énorme, ça va faire remonter à c'est quand, du coup, Ah bah les c'est 1640 en fait, la famille elle est arrivée là en 1640. Donc ici en fait c'était famille Callot, du coup. la famille Callot, ouais, tout à fait. Ok. Tout a commencé avec un Pierre Callot. Voilà. Ah, ok. Comme ton le papa. Ok. Et donc la famille elle est arrivée là en fait comme fermier. Ici c'était une grosse ferme donc qui appartenait à un seigneur. Mais ici avant on était en Anjou jusqu'à la Révolution. Donc lui il était rarement là. Il était plutôt du côté de Montreuil-Bellay. Et du coup il laissait à ses fermiers le soin de s'occuper de ses terres. Et notamment il y avait beaucoup de vignes. Mais c'était de la polyculture. Voilà. Et puis bah du coup la famille elle est restée là. Elle est restée là. Voilà. Et donc la famille faisait partie... Bah, en fait, c'était les fermiers. C'était les fermiers C'était les d'ici. fermiers, voilà, tout à fait. D'accord. Voilà. Et du coup, Révolution, On a Seigneur... coupé la tête du Seigneur. Au revoir. On n'a jamais retrouvé la tête du Seigneur dans la cave, donc tout va bien. Ah ouais, voilà. Donc le Seigneur, au revoir. Et Le du coup, Seigneur, au revoir. et les La famille disent que tout s'est bien passé, on n'a pas tué le Seigneur. Non. et les terres, du coup, ont été redistribuées. Et bah, du coup, on a racheté, en fait. La famille a racheté. Le Seigneur est parti loin. Il a dû avoir peur des calots. Il est parti aux États-Unis, Ouais. en Amérique. Et voilà. Et du coup, il a tout vendu, en fait. Ok, donc la famille Callot Et achète. on a racheté. Et tout ça, c'est pas que du vin tout autour là, c'est déjà que de la vigne tout Ah autour. bah, sur le coteau, il y a pas mal de vignes, mais c'est quand même très, très morcelé. Hein. C'est une mosaïque avec différentes cultures. Par Oui, ici, voilà. il y avait des choux, voilà. Hein, mais la culture quand même dominante autour de la maison, c'était quand même... Enfin, ils vivaient essentiellement, en tout cas, de la vigne. La vigne, c'était vraiment ce qui les faisait vivre, ce qu'ils vendaient, ce qu'ils commercialisaient. Après, le reste, en fait, c'était pour vivre, en autarcie, voilà, si on veut. Voilà, se trouver de quoi se nourrir, les fourrages pour les animaux, etc. Donc oui, ils ne faisaient pas qu'une seule culture. Mais ça, finalement, la spécialisation dans la vigne, comme dans beaucoup de régions, c'est seulement dans les années 70-80. Ouais. Et ok, super. Alors du coup, de là jusque, on va dire là, du coup, justement là, dans les années 70-80, qu'est-ce qui se passe s'il y a quelques grandes étapes à mettre l'état des terres, c'était déjà, ils achètent les terres qui sont aujourd'hui... Bah après, oui, ça, c'est vraiment la construction familiale. Ça, c'est pour ça qu'on a les vignes aujourd'hui tout autour de la maison. C'est ce que ça s'est vraiment construit au fur et à mesure des générations. Ils se sont agrandis. Voilà. Donc, Ok, en rachetant petit à petit. Petit à petit autour. Donc après, il y a quand même des voisins, etc. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un beau parcellaire autour de la maison. Voilà. Et après, les grandes étapes, après, voilà, on a la chance d'avoir des arrière-grands-parents qui étaient assez intéressés par tout ce qui est au niveau scientifique et la modernité, etc. Donc, c'est vrai qu'ils ont bien fait avancer le vignoble, que ce soit aussi bien dans la conduite de la vigne que le travail au niveau production, donc, qualité de la production. C'est l'entre-deux-guerres, du coup, là Ouais, tout à fait. Ouais, ok. Et donc, vas-y, on continue, donc avancer... Et du coup, de faire avancer le domaine en produisant des vins de plus en plus qualitatifs. Et là, ils commençaient à mettre en bouteille, à garder un peu les donc vins, assez etc. tôt, quand même. Ok. Après, donc, la dominante de la commercialisation, ça restait la barrique qu'ils emmenaient à la gare et ils commercialisaient comme ça. Mais, bien sûr. Ok, donc la bouteille démarre ici dans les années 30, quoi, c'est ça, à peu près même un petit peu avant. Mais après, ça reste quand même enfin voilà, c'est pas par rapport à la quantité. Par rapport à la quantité, voilà. Mais en tout cas, ils étaient assez curieux, donc voilà. Tu me disais avec des trucs comme ça. Tu me disais avec des vignes que tu as aujourd'hui qui ont été plantées même du coup un peu avant ça. Ouais, du même coup, avant, juste après le phylloxéra, ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Ok. Et ouais.
Oui, donc on n'a pas des vieilles vignes. Non, mais du coup, voilà. Donc, Ok, et ça, du coup, après le phylloxéra, ça a replanté directement du cabernet franc. Ça, y a pas ici, eu le de... phylloxéra, il est arrivé assez tardivement, hein, dans les années 1890. Ouais, Voilà, on a quand même pas mal de côté sable, au moins en surface. Du coup, ce qui a quand même ralenti l'arrivée du pucerons et puceron. tout. Donc, il est arrivé quand même assez tard. Du coup, on a bénéficié des connaissances des autres vignobles. Et en fait, par ici, comme c'était généralement des rangs assez larges, parce que souvent, il y avait des cultures intercalaires entre les choux, voilà. C'était pas forcément peut-être pour les salles, mais surtout pour manger. Voilà, du coup, en fait, ils ont replanté un rang. Bah, tu as peut-être vu les rangs larges quand on était derrière la maison. En fait, ils ont replanté un rang en vigne greffée entre, et ce qui a permis aussi la transformation du vignoble sans arriver à une période où finalement, tu n'as plus rien du tout. Ils ont pu préparer tranquillement la transformation vers des vignes greffées et donc résistantes au phylloxéra. Ah, d'accord. Donc, on cohabitait du coup les anciennes vignes Oui, avec des vignes avec greffées. des vignes greffées, voilà. Ok. Tout à fait. Bah, l'avantage d'être arrivé en fin de parcours. Enfin, voilà, après, ça faisait déjà 20 ans qu'il était en France, ce puceron, donc il y a eu quand même le temps d'anticiper. le temps D'accord. d'anticiper. Du coup, les Après... anciennes vignes sont mortes quand aujourd'hui, nous, phylloxéra on est n'a plus de arrivé. franc de pied. Après, sur Bourgueil, il y a peut-être encore une vigne en franc de pied, mais c'est très rare. Ok. Et du coup, des hybrides, ils regreffent du cabernet. Après, nous, par ici, on n'a pas beaucoup planté. Enfin, il y a eu des hybrides, hein, comme dans beaucoup de régions, mais beaucoup quand même replanté du cabernet franc, parce que le cabernet franc, c'était vraiment ça qui avait la valeur par ici. Ça veut dire que ça se vendait déjà bien. Parce que, tu le vois, cabernet franc, oui. Ouais, parce qu'il y a des régions où, du coup, ils n'ont pas remis tu vois, les cépages. Ils n'ont pas greffé les cépages qu'il y avait avant. Ouais. Oui. Alors, des fois parce qu'ils se sont perdus, mais aussi Oui. des fois par intérêt économique, en fait. Oui, tout à fait, parce qu'il y avait des hybrides plus productifs, plus résistants aux maladies, etc. Donc après, ici, ça s'est planté aussi, hein, des hybrides pour le vin de soif, voilà. Mais plutôt le vin qui a valeur commerciale, et voilà, ça a toujours été le cabernet franc. Et c'est vrai qu'on voit dans les textes, ils ont toujours été incités à replanter du cabernet franc. Après, voilà, il y a eu quand même d'autres cépages par ici, hybrides, etc. Mais de l'Othello, d'Oa, machin, voilà. Mais voilà. Ce qui explique que vous avez ici des très vieilles vignes, du coup, ici, quoi. Enfin, encore vivantes aujourd'hui. Ah oui, mais après, il y en a plein qui ont des vieilles vignes sur Bourgueil. Non, mais c'est ça, c'est un vignoble assez vieux, moi, j'ai trouvé, dans l'ensemble de la moyenne. Quand on se balade, on voit des vieilles après, c'est vrai que là, sur Rassigny, là, c'était vraiment le village le plus viticole de l'appellation. Et c'est vrai que voilà. Ok, très intéressant. Ok, donc arrive la guerre, la deuxième guerre. Du coup, après la guerre, j'imagine, on passe à la génération de tes grands-parents, à peu près, ou en tout cas la transmission. Oui, la transmission. Après, l'arrière-grand-père, il était parti, il a été fait prisonnier, etc. Donc c'est la grand-mère qui s'est occupée des vignes. Après là, cette génération-là, en fait, c'était plutôt des propriétaires plutôt que vraiment des vignerons. Enfin voilà, ils déléguaient, on va dire, les tâches. On les voyait pas de trop dans les vignes. Ok, et c'est une période, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est une période du coup, après la guerre, là, c'est les 30 glorieuses où l'agriculture en France a beaucoup changé. Comment ici ça se passe ? Après ça c'est l'histoire du grand-père, et après c'est vrai que après ça dépend de la manière dont on voit les choses. Après on a la chance d'avoir un grand-père qui a réussi à maintenir l'exploitation, etc. Mais du coup les pratiques ont changé, hein, comme dans beaucoup d'endroits. Ça m'intéresse de parler de ça avec toi, du coup, qui est historienne. Vas-y. Voilà, le progrès scientifique, voilà, les traitements, après aussi les conséquences de la guerre, des accès à des produits, des nouveaux traitements, etc. Voilà, le tracteur qui arrive, la mécanisation, l'ensemble, hein, c'était voilà. Après, soit on voit ça comme une belle période où on a appris plein de choses, une période un petit peu... Enfin voilà, ça dépend du point de vue qu'on se place. Mais du coup, c'est vrai que là, il y a mécanisation, il y a aussi agrandissement du vignoble, du coup. Et voilà, donc ça dure jusqu'aux années 80. C'est ça, qui permet une augmentation du rendement, une augmentation de la production, etc. Et donc ici, ça s'est inséré complètement dans ce modèle-là, un peu comme tout le monde, parce que c'était comme ça, en fait. C'était comme ça. Après, il fallait faire comme ça. Après, il faut dire quand même qu'il y a des petites...
petites exploitations finalement qui étaient peut-être plus qui se sont moins agrandis et qui sont restés vraiment paysans et finalement qui n'ont pas touché autant À la au technique. traitement, à la technique, etc. Donc voilà. Mais après, ça dépend vraiment des. Mais c'est vrai que beaucoup ont choisi quand même cette voie-là. Oui, 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 oui. Oui, oui, mais parce qu'ils étaient encouragés, en fait, hein, c'est Ah bah oui, ça. oui, après il y avait les commerciaux qui venaient, etc. Mais puis c'était beaucoup plus facile. En fait. Puis voilà, la maladie, bah, on mettait un traitement, voilà. Et hop, plus de maladie. Ouais, ouais, ouais. Et pareil, un peu vision historique et tout. Parce que moi, concrètement, je sais pas comment te dire, à quel point l'État a encouragé ça, comment ils l'ont organisé, etc. Est-ce que, enfin, tu vois, parce que l'État était dans une problématique où baby boom, etc. Donc, il y allait avoir du monde et donc il fallait beaucoup de nourriture à l'échelle globale de l'agriculture. Et ça s'est traduit concrètement? Est-ce que, j'en sais rien, est-ce que l'État subventionnait l'achat de traitements? Tu vois, Ah non, 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 après c'est plutôt, non, c'est plutôt c'est le marché, c'est le marché, c'est l'évolution scientifique avec de nouveaux produits, etc. Ça, c'est plutôt, voilà, on va dire, c'est quand même le progrès. Mmh, mmh. Ok. Et donc ça avance petit à petit. Est-ce qu'il y a un moment où ici on est en situation pareille, c'est arrivé dans certains vignobles en Mm. France, est-ce qu'il y a un moment quand on arrive dans les années 80, début des années 90, est-ce qu'il y a un moment où il y a trop de vin ou du Non, coup, non, non, ça c'est jamais arrivé. Bah, les gens buvaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Hein. Oui, 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 mais même on produit bien. Bah oui, mais Oui, oui, non, 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 mais par ici, non, 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 il n'y a pas de problème de surproduction. Non, il y avait une belle dynamique, aussi pour ça alors que commerciale. parce qu'il Non, n'y a mais pas eu le moment où il y a pas eu le moment où on a dû arracher pour refaire autre chose de la céréale et non. tout. C'est pas arrivé. Ça explique aussi peut-être en partie pourquoi le vignoble est assez âgé ici, qu'il n'y ait pas eu ce moment là où il y a des parcelles qui se font arracher Après, c'est pour plutôt le faire autre contraire. chose. Ici, ça s'est planté. Enfin, même sur des terroirs finalement moins viticoles qui étaient avant. Ici, le Bourgueois, c'était surtout le coteau-léving, mais tout ce qui est l'ancien lit de la Loire, plutôt les cultures grainetières, le réglisse, les asperges, etc. Donc la vigne est descendue Et petit à petit pour ce. la vigne est descendue. Maintenant, vous êtes dans une mer de vignes. Hein. Ouais, ouais. Ok, ok, ok. Donc années 80-90, on arrive du coup génération de ton papa. Lui, du coup, il récupère vers quelle année lui il commence à s'installer ici? Il est né en quoi? Oh Dans dans parce que pendant longtemps, il était avec le grand-père. Donc, Ils ont en travaillé fait, ensemble? ils ont travaillé ensemble. Donc après, vraiment, quand notre père a pu prendre ses propres décisions, ça commence voilà, au milieu des années 80. Ok. Parce que tu comprends, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de savoir comment, parce que ici, donc, on est dans un domaine aujourd'hui en biodynamie, Mm. en agriculture biologique Ouais. depuis, enfin, Début des années 2000. voilà, début des années 2000, mais les pratiques, elles ont commencé avant ou pas vraiment? Non, la biodynamie, c'est vraiment commencé avec Non, la bio d'abord, la bio. l'enherbement, tout ça. Non, c'est aussi commencé avec l'arrivée de mon frère et de ma sœur. Ok, ah, d'accord, Ouais. c'est ok, ok, ok. Non, non. Après, on a la chance que le papa travaillait les sols, etc. Mais non, non, on n'est pas. Non. Ok, donc si on de... Et par ici, sur Bourgueil, c'est plutôt cette période. C'est plutôt cette période-là. Mis à part ceux qui sont jamais finalement. Qui sont toujours restés bio, en fait, qui n'ont jamais utilisé de traitement, Oui, oui, etc. oui. Et ça, il y a des toutes petites exploitations aujourd'hui. Voilà. Mais sinon, par ici, c'est plutôt. Ok, et donc la patte de ton papa sur le vignoble, sur le vignoble ici, là, sur vos vignes, c'est quoi? Comment il a influencé ça? C'est quoi, lui, sa vision lors de la transmission avec son papa à lui, puis lui, quand il commence à travailler un peu plus tout seul? C'est quoi ses réflexions? Vers quoi il amène comment c'est devenu ce que c'est devenu petit à petit, quand même, ici, la chevalerie, quoi? Oui, alors le papa, voilà, après, il a commencé à travailler les sols, etc. Mais le papa, surtout, ce qui l'intéressait, c'était le Travailler levain. les sols, ça veut À des chaussées, voilà, à des cavaillonnés, etc. Il s'est remis à travailler les sols, a pu utiliser des désherbants, Voilà. etc. C'est ça, remettre de l'herbe pour essayer de moins se traiter. Voilà, Ouais. voilà. D'où ça vient, ça, cette idée-là De travailler seul, parce que non, mais en fait, je sais pas. Non, Ok. non, je sais pas. Et ouais. Et après, il avait une formation, voilà, très
très enfin, ouais, dans les petites écoles de paysannerie, etc. Donc après, voilà, c'était plutôt d'ailleurs, il n'a pas fait de grandes études de viticulture. Hein. D'accord, il Donc n'est pas œnologue ou... non, D'accord. Et ok. Et il est allé ailleurs un peu ou... non, non, non. Non, c'est Voilà. vraiment Non, ok. c'était vraiment à l'époque, l'aîné, il revenait au domaine et les deux autres faisaient des études. Là, il n'y Ok. avait pas la question de choix qu'on posait tout à l'heure. Euh, C'est vrai que pour ça, je disais qu'on était chanceux parce que notre père, il n'a pas du tout connu ça. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pareil un peu dans ma famille. C'était l'aîné de la fratrie Qui reprenait l'exploitation. qui était prévu. Finalement, ça s'est pas fait, tu vois. Finalement, ça s'est pas fait. Et après, ça. Enfin non, non. D'ailleurs, non. Non, je dis des bêtises. C'est dans l'autre sens. C'est l'aîné qui a repris, alors que au début, c'était pas forcément lui et qu'il était parti faire des études. Donc comme quoi, Ouais, comme quoi, voilà. ça dépend. Ok. Super. Donc ton père commence le travail de réenherbement, de revenir à ce qui se faisait avant toute la technique, etc. Mais tout en Tout en piochant gardant quand même à les droite à traitements, gauche, voilà. etc. Ce que Voilà. lui considérait être cool, enfin être bien, ok. Voilà, mais il a commencé voilà, quand même à travailler seul et tout. Et la chevalerie, on est quand même dans des vins, des bons vins ici, Ouais. de assez haut de gamme, etc. Cette montée en gamme là, de ça Là, date. du coup, c'est surtout le papa du coup, qui a repris un peu les choses en main après le grand-père qui avait laissé un peu ça voilà, de côté. Et du coup, voilà, vraiment, il s'intéressait au vin, à l'élevage des vins, Ce voilà. que tu disais, passionné par la cave. Passionné par la cave, donc en fait, voilà, là, toute cette partie-là que tu vois, là, ce qu'on est dans la cave, ça, c'est vraiment lui qui a enlevé tous les gravats, tu vois, pour commencer à entreposer les barriques, à pouvoir stocker les vins, et surtout, lui, son idée, c'était que le Cabernet Franc, c'était intéressant de le laisser vieillir, et que ça méritait, le Cabernet Franc, voilà, ça méritait d'être patient. Donc, C'était pas le cas, du coup, de manière générale, dans les années 80. Après, on gardait toujours dans la famille des bouteilles un peu plus, Mais de manière plus générale, anciennes. à l'échelle de Mais non, l'appellation on Bourgueil et vendait, je vous tout. dis, on vendait la barrique et puis voilà. Mais il n'y avait pas, non, puis il y avait pas cette idée non plus de, enfin, ça s'est mis progressivement en place dans les années 80, là, surtout les mises en bouteille, etc. Après, par ici sur Bourgueil, il y avait beaucoup de négoces aussi. Il y avait, voilà, c'était des modes de commercialisation différents. Après, il y avait quelques vignobles qui sont distingués très tôt, en mettant en bouteille, en vendant directement aux particuliers ou au bistrot, voilà. Mais, ça s'est fait progressivement. Ça a bien évolué, les modes de commercialisation. Ok. Du coup, ton frère qui est l'aîné, du coup, Oui. lui revient en premier ici et commence à travailler avec ton papa. Oui. Et alors, comment ça se fait là, la transition petit à petit, puisque tu me dis que début 2000, on essaie de se faire labelliser bio. Ouais. Comment ça se passe là, En fait, ce quand moment mon frère et ma soeur sont vraiment revenus en même temps, en fait, Ok. à quelques mois de différence. Et ils avaient tous les deux très envie de revenir, enfin voilà, un travail vraiment respectueux du sol, du vivant. Et surtout, voilà, mon frère venait de la physique-chimie. Donc il avait quitté la physique-chimie, donc il voulait, voilà, il comprenait aussi très bien ces sujets-là, et il pensait qu'on pouvait travailler un petit peu autrement, et aussi des rencontres qu'il a faites, des lectures, etc. Et du coup, envie de passer au biodynamie. Après, il y avait, voilà, dans le coin, il y avait déjà, là, un peu avant quand même, sur la biodynamie, il y avait la famille Breton. Donc voilà, aussi, c'est des échanges, etc., qui ont été chouettes. Et avec ton papa, comment ça se passe? Je pense que le papa les a encouragés à aller sur cette voie, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, des changements, ça se passe plus ou moins bien. ça se passe des fois plus ou moins bien. Et là, c'est vrai que du coup, c'est vraiment le papa qui les a encouragés. D'ailleurs, passage en biodynamie, et il leur a dit c'est tout ou rien, parce que au début, mon frère, voilà, quand même un peu peur de se lancer comme ça sur un domaine, etc., à tout entier. Voulait essayer seulement sur quelques parcelles, mais il a dit c'est n'importe quoi. Soit on fait, soit on fait pas, voilà. Donc, donc direct. il a encouragé. Il a vraiment encouragé dans cette voie, et voilà, côté.
voilà, il y a eu de beaux échanges, voilà. Ça, elle a une transmission parfaite, on pourrait dire. Elle a énormément de chance. Et après, c'est vrai que ça, c'est pas toujours le cas. Notre grand-père a très mal compris ces manières de travailler. Et Du coup, c'était peut-être plus entre ton père et ton grand-père que que ça a été compliqué. Ouais, ok. Et comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien ou est-ce qu'il y a des couacs, des maladies, des trucs les Ah oui, premières? oui, oui, bah, il y a des trucs, oui, bah, ça nous est arrivé avant les vendanges de plus avoir une seule feuille dans les vignes. Et ah oui, oui, bah, nous, on fait plein d'âneries, hein, mais on apprend de ses erreurs ou pas des fois, parce qu'on des fois on les refait, parce que quand on est mais oui, oui, il y a eu des couacs, hein, il y a eu des années sans récolte, il y a eu des Ah oui, voilà. carrément. Ah Et oui, oui, ton, on fait pas ça à moitié nous ici. et ton père, même, comment te dire, même face à Ah, il ces est toujours, échecs-là, toujours soutenu ses enfants, donc toujours très fier, de ses enfants et toujours, dit: «Mais c'est pas grave», voilà. Après notre chance aussi, c'est, bah, du coup, grâce à lui, on a les stocks dans la cave et ce qui permet aussi de lisser sur plusieurs années. Après, c'est sûr que la prise de risque dépend aussi de la manière dont l'exploitation, fonctionne, hein. C'est sûr que si vous commercialisez le millésime de l'année, et que vous n'avez pas de place pour stocker, pour pouvoir vendre un petit peu l'année d'après, et que vous faites pas de négoce parce que vous en faites pas, bon ben, oui, 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 on est dans les problèmes les années. Voilà. donc voilà, après ça Là, dépend ça, vraiment des manières. Après, donc voilà, après, ça nous a jamais empêché de dormir la nuit. Le fait d'avoir une petite récolte ou quelque chose, parce qu'on sait qu'on peut lisser et voilà, ça c'est aussi la chance d'avoir plusieurs millésimes en cave. d'accord, ok. Ok, donc on passe puis biodynamie Oui. assez vite du coup. Vous faites Bah, en fait, tout. non, mais après, c'est surtout Après des biodynamie. formations. Après, les certifications biodynamie, ça, c'est 2012. Voilà. Mais ça a commencé en 2005. Voilà. Ici, dans les pratiques, Mm. est-ce que tu peux expliquer euh, concrètement du coup ce que ça change? Alors, bio, on a compris, hein, Mm. pas de, pas de pesticides, pas de Oui, bah, produits systémiques. Voilà, on traite avec des produits de contact uniquement. La biodynamie, c'est essayer d'envisager, enfin, tu vas l'expliquer mieux que moi, mais voilà, un écosystème global autour de la vigne et de le favoriser pour que la vigne ait le moins possible besoin. ah bah oui, se rendre compte qu'on est tout petit face à un environnement global et qu'il faut faire attention à l'ensemble. Voilà, c'est surtout ça. Après, il y a plein de manières différentes de concevoir la biodynamie, hein, mais c'est comme le bio, en fait. Il y a plein de manières de le pratiquer. Chacun a ses sensibilités différentes Et et donc, c'est voilà. quoi la sensibilité ici? Bah, la Ici, sensibilité. ce qu'on a, Ouais, ce qu'on bah, a envie c'est de faire. voilà, se dire que, bah, déjà, nous, on fait enfin, la biodynamie, voilà, c'est se sentir bien dans ses vignes. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est avoir un équilibre, donc avec, bah, c'est vrai qu'on était dans une mer de vignes, hein. Malheureusement, tous les arbres et cetera, ils avaient été arrachés et cetera. Là, quand mon frère arrive, c'est vrai que c'est un peu un peu triste, le paysage. Donc c'est vrai que c'est déjà replanter des haies, des arbres et puis continuer l'enherbement, du vignoble. Moins travailler les sols, voilà, que les insectes, ils soient heureux, mais qu'il y ait, ouais, une belle biodiversité, en fait, pour qu'il y ait un équilibre. Tout communique entre eux, en fait. Et nous, on communique aussi avec la plante. Voilà, on échange. En fait, voilà, en fait, c'est être amoureux de sa terre, en fait, mais c'est vraiment le côté très paysan du sujet, en fait. Et du coup, concrètement, dans les vignes, ce qui est mis Mm. en place dans le cadre de la biodynamie ici, c'est quoi? Après la biodynamie, après maintenant, dans les certifications, après la biodynamie, c'est assez, enfin, voilà, tu as des étapes à suivre, la silice, les 500, les 501, et cetera. Après ça, nous, on a la chance d'avoir un groupe, avec plusieurs vignerons, de l'appellation. Ça, c'est super, on fait les préparations ensemble. Donc la biodynamie aussi, c'est ça, c'est la force du collectif. C'est les bonnes énergies, voilà, les échanges et tout. Donc ça c'est hyper chouette. Après, on fait notre compost, voilà. Et puis après, la biodynamie, ça peut aller
Ça peut aller beaucoup plus. Voilà, enfin, c'est planté. Enfin, après, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on dit que c'est la biodynamie? Non, c'est juste ta manière, en fait, de concevoir ton travail de la vigne, en fait. Est-ce que tu as envie d'avoir d'autres cultures, des animaux à côté ou pas? Voilà, mais après, ça, c'est d'autres sujets. Après, est-ce que tu es capable aussi, du coup, si tu as des animaux, de les gérer, d'en prendre soin? Parce que. Voilà, tu as plein de sujets différents. Donc voilà, on peut toujours améliorer en tout cas notre pratique. Et du coup, vous faites labelliser Déméter ici. Oui, Il y en a 2 principaux labels dits de Déméter et biodynamie. Biodivin. Ouais, Donc voilà. depuis le départ, on est Déméter. Pourquoi plus celui-là que l'autre? Bah non, après, Déméter, nous, on apprécie vraiment le cahier des charges qui est, on trouve, bah, voilà, le plus strict possible. On aime bien ce côté-là. Enfin, voilà, vraiment les règles du cahier des charges. Après, ce qui nous manquait un petit peu avec Déméter, c'était vraiment le collectif, les échanges. Voilà. Donc c'est pour ça que maintenant on est aussi Biodivin depuis 2020. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui nous manquait un peu, voilà, la force du groupe après, les échanges et qui est un petit peu plus sur Biodivin. Voilà. Donc en fait, les deux sont complémentaires en fait. Puisque du coup Biodivin en termes de cahier des charges étant, si je comprends bien, un peu moins exigeant, il y a plus de vignerons et du coup vous trouvez plus de partenaires autour, ou c'est juste que c'est Non, après, la culture du label après, il y a d'être... la culture du label, il y a plus de rencontres, c'est vrai qu'il y a, voilà. Il y a plus, voilà, l'humain. Après, le Déméter, c'est pas seulement le monde viticole, hein. C'est aussi tout ce qui est, enfin, tout le monde agricole, en fait. Donc, c'est peut-être aussi ça plus dur à mettre en place des groupes. Voilà. Ok. Tout ça, donc, si on reprend un peu de largeur, on va dire, qu'on écarte un petit peu la discussion à l'appellation, la Loire, bon, c'est immense, ou c'est peut-être plus les appellations du coin, etc. Je discutais avec Benoît qui, lui, me disait qu'il est quand même content, qu'il a l'impression que la qualité des vins de Bourgueil, elle a beaucoup progressé Ah bah oui, c'est certain. ces dernières années. C'est aussi ton point de vue? Ah bah oui, ça a énormément évolué. Il y a tout plein de très bons vignerons et ça va dans le bon sens, l'appellation, mais même au niveau du bio, etc. On voit de plus en plus d'herbes dans les vignes, etc. Donc ça, c'est super. Vous êtes acteur de ça, vous, dans le coin, d'une certaine manière Ah non, on n'est pas investi. C'est vrai que là, on félicite Benoît Mioro qui a investi dans le collectif, etc. Ouais. Vous n'avez pas le temps. Non, mais après, non. Faut trouver le temps. Après, non, c'est pas bien de notre part. C'est vrai que ça, c'est les points à améliorer, d'être plus au niveau des appellations, etc. Hein. Et après, maintenant, sur le biodynamie, c'est quand même beaucoup des initiatives quand même individuelles. Hein. Parce que voilà, il y a une demande pour le bio. Après, peu importe que ce soit pour la demande ou qui est... Voilà, le principal, c'est que la nature s'en porte mieux. Qu'est-ce qui attire les vignerons? Est-ce que c'est, tu penses, la possibilité de vendre un peu plus cher? Est-ce que c'est la demande quantitative? Est-ce que tu penses qu'en fait, bio, sans parler de biodynamie, bio, c'est en train de devenir une espèce de standard, en tout cas pour la viticulture, et c'est inéluctable, en fait, ça va tout, enfin, tu vois, ça va devenir comme Oui, ça. bah, C'est quoi ta je vision un pense, peu oui, là-dessus? que dans quelques années ou décennies, il y aura beaucoup de bio, en tout cas. Parce qu'il y a une demande pour. Et après, c'est vrai qu'on a la chance, on a plusieurs aspects. Hein. La Loire a toujours été quand même très dynamique sur le biodynamie, etc. Parce que si on a une grande diversité de profils dans les vignerons. Il y a ceux qui ont fait des grandes études d'œnologie, etc. Voilà, mais il y a aussi ceux qui ont fait d'autres études et qui sont revenus. Puis il y en a deux qui ni famille ni rien et qui arrivent et qui ont leurs idées, etc. Et donc ça a toujours été très dynamique sur les plans biodynamie quand même par ici. Ça, on a toujours eu cette chance-là. Et après, c'est vrai qu'il y a une demande. Les gens font quand même attention de plus en plus à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils boivent. Et les vignerons eux-mêmes aiment, je pense, apprécient travailler dans un environnement aussi plus sain. Après, il peut y avoir des craintes qui entourent tout ça, mais à force de formation, etc., les barrières peuvent commencer à tomber. C'est aussi, tu me dis si je me trompe, c'est aussi porté par
entre guillemets, les qualités des appellations ici, ou alors le climat, je sais pas trop, tu vas me dire, mais en tout cas les profils de pente justement sont pas sont pas impraticables, c'est pas très très difficile en termes de travail. Évidemment, ça va demander plus de temps que traiter chimiquement, etc. Il va falloir passer plus souvent et tout, mais en termes de travail des sols et tout, c'est peut-être plus facile qu'ailleurs dans d'autres endroits. C'est peut-être pour ça qu'ici ça développe Ah oui, beaucoup. oui, Je sais après, pas, dis-moi un peu ce que t'en après par ici aussi, on est sur des climats et ouais, c'est vrai, plutôt propices par rapport à d'autres. On va pas se plaindre de là. Après, des pressions milieu, des choses comme ça, bon, maintenant, c'est vrai qu'il y en a un peu partout. Mais après, les cahiers des charges sont quand même assez ouverts pour que chacun puisse garder une production. Ben, on le voit bien cette année, hein, une année à forte pression milieu. Euh, les vignerons, ils s'en sortent quand même bien. Comment ça s'est passé, vous, ici? Ah, nous, c'était catastrophique, mais Ah ouais, merde. Ouais, vous avez parce perdu. qu'on a énormément perdu. Mais après, c'est ce que je disais, c'est des questions de choix. Après, nous, on a une tendance voilà. Pour nous, le cuivre, ça reste un métaux lourd et on a toujours du mal un peu à traiter nos vignes. Donc, c'est vrai qu'il aurait fallu mettre des quantités beaucoup plus importantes. Bah, Et du coup, après, attends, ça oui, m'intéresse. Du coup, là, juillet, il a plu, machin. oui, gros orages, un temps très humide. Voilà. Et du coup, vous vous êtes dit, on va Ah, si, pas. on est passé dans les vignes, on a traité, mais il aurait fallu mettre des doses plus conséquentes de cuivre. Parce que là, les tisanes de plantes, ça suffit pas sur des pressions Oui, oui, milieu oui, comme ça. bien sûr, bien sûr. Et vous êtes passé, comment dire, en vous disant que c'est bon, ça suffira, ou en vous disant, Non, bon, je suis pas ultra serein, mais je suis convaincu, donc j'ai pas envie de trop. non, on espère que voilà que ça passe. Mais on sait que ça Ah, peut ne pas passer. on On sait que ça accepte peut, ce mais risque-là. on accepte ce risque. Ok, incroyable ça. Ok. Oui, après, voilà, c'est ce que je disais, hein, tout le monde ne peut pas avoir cette démarche-là. Hein. Voilà, sauf faut être un peu fou, ce qui est un peu... et aussi avoir des stocks dans la cave. Ouais, c'est sûr que. Ok, ok, Voilà. ok. Ça représente combien ce que vous avez perdu sur 2023 là? Ah bah là, on a 10 hecto-hectares, donc on a perdu... 80% quoi. Oui, Faites quoi? Faites 75, 50, 40? on n'est pas des gros rendements ici, mais voilà. C'est quoi, 40 d'habitude? Ah non, 40, non, 50? enfin là, normalement, une année normale, mais la dernière, c'était 2015, c'était 35 Ah ouais, hecto-hectares. ok. Et après, là, ça fait un bout de temps qu'on est plutôt autour de 25, 30, Ah oui, ok, c'est plus petit alors que chez Benoît. Ouais, ok, ok. mais ça, c'est aussi notre manière de travailler. Ah, Beaucoup d'air, beaucoup de concurrence, voilà. mhm. Ok, ok. Très intéressant. Bah, Ah oui, c'est le travail de la vigne. Chacun a ses spécificités. Hein. Ouais, oui, oui. Ok. Et toujours pareil, moi j'arrive ici, je découvre, là je fais mon petit tour, je découvre le coin. Quand on n'est pas d'ici, on a davantage entendu de Saint-Nicolas parler de Saint-Nicolas de Bourgueil que de Bourgueil. Oh. Vous avez que des vignes en Bourgueil, c'est ça? Oui. Ouais. Mais la grand-mère venait de Saint-Nicolas, donc on est assez Ouais, ouvert vous sur n'êtes ce pas sujet-là. fâché. Ok. Mais pourquoi c'est plus connu Saint-Nicolas? Ah bah parce qu'il y a des vignerons excellents à Saint-Nicolas. Pas à Bourgueil. Non, mais... tu vois comment on peut. Non, mais après, les appellations, c'est aussi des histoires d'âme. Après, Saint-Nicolas, ça a toujours été très dynamique sur le plan commercial. Hein. Déjà à la fin du 19e siècle, dans les bistrots parisiens, etc., il y avait beaucoup de Saint-Nicolas, des vins aussi un petit peu plus souples, voilà. La maison Nicolas, d'un même nom, et puis il y avait le Saint devant, alors là, tout de suite... non. Ça donne une Avec image de qualité. l'image de sainteté, ça marchait beaucoup. Non, mais ça a toujours été beaucoup plus dynamique sur le plan commercial, donc c'est pour ça qu'ils ont aussi demandé une appellation communale, et voilà. Et, Toujours plus dynamique. ok. Et en termes de vin, de terroir, c'est quoi la différence avec Bourgueil? Bah sur Saint-Nicolas, il y a un petit peu plus d'alluvions. C'est pour ça que généralement on dit Saint-Nicolas, c'est des vins un petit peu plus souples. Mais ils ont aussi de très beaux calcaires qui donnent de très beaux vins de garde. Mais voilà. Après, on peut se tromper à la dégustation. Et Bourgueil, c'est aussi une appellation beaucoup plus diverse.
puisque c'est plus étendu en fait. Ah bah oui, ça là, couvre beaucoup t'as plus 7 de... villages, tout à fait. Ouais, voilà. Et du coup, Bourgueil, une appellation peut-être un peu plus plurielle dans le style Ah des vins par bah, rapport à Saint-Nicolas. Est-ce que tu crois dans que les ça... styles, après, ça dépend, oui. C'est puis des villages aussi très différents. Hein, si, entre Benay et Chouzé-sur-Loire ou La Chapelle-sur-Loire, donc qui sont vraiment plutôt sur le côté alluvionnaire, Donc peut y proche de avoir la Loire. et proche de la Loire. Ouais. Donc oui, t'as des grosses variantes, t'as des variantes beaucoup plus conséquentes, un Est-ce que peu tu plus crois de que diversité. est-ce que tu crois que ça peut être ça qui explique le fait on sait un petit peu plus peut-être ce qu'on va boire à Saint-Nicolas qu'à Bourgueil. Est-ce que tu penses que c'est ça qui explique peut-être que commercialement ça a été plus facile pour Saint-Nicolas? Enfin, je sais pas. Bah, Saint-Nicolas, après, des vins qui plaisent, hein, des vins enfin, légers, très accessibles, des vins de bistrot, des vins, voilà. C'est aussi des profils qui plaisent. Et puis, encore une fois, des gens très dynamiques qui ont vraiment su valoriser leur appellation. Saint-Nicolas, ça a toujours été très connu. Ok. Et donc Bourgueil ici, est-ce que tu peux nous faire une présentation un peu générale et en arrivant sur vous, vos terroirs, où ils sont Mm. à l'intérieur de cette appellation et qu'est-ce qu'ils ont de particulier par rapport à vos voisins? Après, on partage quand même les mêmes Oui. terroirs que des voisins. Après, l'appellation Bourgueil, du coup, c'est 7 villages. Voilà, donc ça, l'appellation s'est construite en 37 et voilà. Après, on a la chance du coup d'avoir vraiment cette diversité. Alors l'appellation elle communique seulement les graviers et les calcaires, mais après parce que c'est plus facile à expliquer. Mais après, si on se penche vraiment sur le sujet, hein, comme partout, la diversité est beaucoup plus grande et finalement, même si on peut diviser alluvion, sable, argile calcaire. Après, tu as des variantes au niveau des argiles, tu as des variantes au niveau des calcaires. Après, ça dépend de la javigne, etc. Donc les terroirs sont très pluriels. Et voilà. Et après, nous, du coup, on a la chance d'avoir des terroirs des vignes sur ces différents types de sols. Donc, ce qui est chouette, tout est autour de la maison, mais on s'ennuie pas parce que des vins différents. Ok. Si on prend encore un petit peu plus de recul, qu'on passe à l'échelle française, ça m'intéresse de poser ces questions-là. Tu en as parlé, la consommation qui change, la consommation qui baisse, notamment chez les jeunes, etc. Et ça va devenir quand même très vraisemblablement un enjeu important pour la filière viticole Tout à fait. française. C'est quoi ton regard là-dessus? Déjà, peut-être d'abord, comment tu expliques cette baisse de consommation et voilà. Après, je pense que les gens, ils boivent moins, mais mieux. Voilà. Donc voilà, après c'est vrai que on fait plus attention aussi, hein. Il y a la sécurité routière, il y a plein de choses qui nous contribuent à faire plus attention. Enfin, c'est vrai que c'est fini le temps où vous alliez chez le vigneron en cave et que voilà, il n'y avait pas de crachoir, on vous servait le verre complet et que voilà, vous passiez la journée chez le vigneron et que vous n'aviez pas peur, voilà, ce qui était d'ailleurs pas raisonnable du tout. Mais et voilà, mais bon, ils amenaient la petite terrine et tout allait bien. Ah, belle époque. Bref, voilà, les temps ont changé. Et puis après, le goût, voilà, l'éducation. Voilà, faut continuer à éduquer les jeunes à la diversité des produits. Voilà, il y a tout un travail de sensibilisation aussi à nous, vignerons, d'interprofession, etc., à faire. Ouais, Pour pas c'est-à-dire, qu'ils se vas-y, détournent, précise parce que ça m'intéresse du coup chez les jeunes, les gens. pour pas qu'ils se détournent du vin, voilà, montrer la diversité que la France est belle, qu'il y a plein de bons produits, après à boire dans la modération, etc. Mais après, c'est vrai que quand on est jeune, on va plus sur les bières ou les alcools. Après, il faut pas non plus stigmatiser, hein. On a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au vin. Après, voilà, c'est les tendances globales. Mais c'est vrai, il faut continuer de parler. Alors voilà, voilà, après, c'est l'éducation aussi dans la famille, dans les familles. Hein, parce qu'on a tendance le dimanche, en famille, avec le poulet rôti, à ouvrir une petite bouteille de vin, à faire sentir aux enfants ou pas. Après, voilà. C'est vrai que l'importance du cadre familial est aussi essentielle. Hein. Et qui change avec effectivement la consommation qui Oui, baisse puis et un petit maintenant, peu c'est moins vrai que de tout va vin sur vite les aussi, tables. on passe moins de temps à table. Enfin, après, voilà, il y a toujours les bons repas famille. Hein. C'est ça, parce que le vin, ça reste encore un produit finalement qui est consommé, tu l'as dit, moins mais mieux. Donc ça reste un produit qui, lors d'un repas festif,
même dans mes âges, je pense, tu vois, ou dans nos âges, on aura à peu près le même âge, ça, la bouteille de vin, elle est sur la table. Mais voilà, pour un événement festif, un peu particulier, etc. Mais ça, enfin, c'est pas si souvent, en fait, tu vois, ça suffira pas, tu vois. Alors bon, il y a les bars à vin qui, voilà, Il y a avec des bons cavistes qui des vins beaucoup sensibilisent à plus tout ça. accessibles, beaucoup plus. On parlait de boire des vins plus jeunes, etc. Donc des vins un petit Plus peu fruité, moins, plus voilà, facile. un plus facile. C'est certainement, enfin, c'est le sens que prend la production, mais c'est quand même un enjeu important. Vous, à votre échelle, est-ce que vous mettez en place des choses, vous accueillez ici, est-ce que tu vois, c'est quoi votre rôle à l'intérieur de ça? Parce que moi, je pense que les vignerons, ils ont un rôle quand même. Ah oui, Alors, faire après, ce que tu fais aujourd'hui, bah, voilà, ça en fait partie. mais oui, Mais, les vignerons, ils ont un rôle important à jouer là-dedans. Après, oui, faire découvrir la production et la richesse de la production. Après, tu as plein enfin, après, ça dépend vraiment des moyens à réagir. Enfin, là, beaucoup de vignerons sur des appellations comme Bourgueil, bah oui, face à la baisse de la consommation et du commerce, bah, commencent à réfléchir à quels moyens pour justement attirer des clientèles plus jeunes. Donc, en réfléchissant à d'autres profils de vin. C'est vrai qu'ici, on aimait bien faire des vins de gare, des vins costauds, etc. Donc, aller voilà, sur des profils plus souples, plus fruités. Voilà. Il y a plein de. Voilà, il y en a qui commencent à mettre le vin en canette. Voilà. tu crois ça? Tu crois? Oui. Bah après, voilà, moi, c'est c'est compliqué. Mais après, c'est vrai que ça change tellement. Après, c'est vrai qu'on est tellement, nous, c'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'on est tellement attaché à la bouteille, au geste d'ouvrir la bouteille. Tu vois, et même avec, dès qu'on a une capsule, nous, on est perturbé. Alors, t'imagines à la canette, c'est vrai que. Mais pourquoi pas? Après, si ça peut être un moyen, voilà, de sensibiliser, je sais pas, là, quand le Uber, il vient avec sa pizza et tu te fais une canette de vin au lieu d'une canette de bière. Voilà, pourquoi pas une pizza et Cabernet Franc, ça marche nickel, il n'y a pas de problème. Intéressant. C'est intéressant. Ok, si on enchaîne un petit peu sur concrètement, tu sais, je t'ai dit, j'aime bien finir par une partie où tes confrères vignerons vont aussi être curieux d'écouter. Alors après, bon, c'est aussi ma limite à moi. Des fois, il y a certaines discussions, voilà, mais moi, je suis pas vigneron, mais en tout cas, en essayant, peut-être commencer par, est-ce qu'il y a des gens des gens, je parle de vignerons, des domaines qui particulièrement autour de toi t'inspirent. Comment tu fais comment tu fais en fait pour toi t'élever, progresser, est-ce que tu voyages? Est-ce que tu goûtes beaucoup d'autres choses? Comment tu t'organises pour ça? Après, on voyage pas beaucoup en ce moment, mais après, il y a eu des périodes où on a voyagé plus dans les vignobles, à la rencontre des vignerons et tout. Mais c'est vrai que le temps souvent manque, mais c'est toujours des choses intéressantes à faire. Et après, nous, on goûte beaucoup de choses très, très différentes. Donc, c'est vrai on est très curieux et c'est comme ça aussi qu'on apprend et qu'on se dit, ah tiens, ça, c'est intéressant, on ne connaît pas cette personne. Voilà, il faut aller voir ou il faut trouver l'occasion. Alors, des fois, nous, on a la chance de faire des salons, alors on rencontre du monde. En fait, sur les salons, en fait, on va beaucoup goûter chez les autres vignerons. Donc, c'est aussi une occasion voilà, de pouvoir discuter et échanger, mais on apprend tout le temps, de toute façon. On a toujours à apprendre. Et c'est ça qui est merveilleux. Du coup, est-ce que quand c'est dans la culture, entre les vignerons par exemple, tu goûtes un truc qui te plaît, tu sens que le travail est de qualité quoi, pour toi, tu prends ton téléphone, t'appelles, comment tu fais à ce moment-là? Ah ouais, non, on n'est pas très communication, mais après, ce qu'on aime bien, ouais, c'est lui dire, ouais, c'était chouette, mais plutôt quand on le rencontre, en fait, quand l'occasion quand on le croise, etc. Voilà, c'est plutôt ça. Non, on n'est pas très mettre un petit post sur Insta, on n'est pas dans mais non, mais c'est vrai que si on pourrait faire ça, tout à fait, et c'est chouette. Et d'accord. Ici, le domaine, du coup, il s'organise, donc ton frère, toi. Ensuite, c'est quoi la structure? Combien vous avez de salariés? Donc, on disait que c'était compliqué, beaucoup de saisonniers, etc. Ouais. Moi, j'imagine que vous en avez quand même au moins quelques-uns. Parce que le domaine T'espères pour nous? Bah ouais. Parce qu'on n'en a qu'un en ce moment. Donc, oui, c'est pour ça que je dis la situation est très, très compliquée. Normalement, on est une équipe de 8 C'est plus permanents. plus de 30 hectares ici? C'est 30 hectares. 30 hectares.
Waouh. Mais Ah oui. oui, donc voilà, une période tendue. Ok. Bon, on va y arriver. Ok. Bon, je comprends mieux Oui. Ok. D'accord. 30 hectares, ça représente combien de bouteilles à l'année? Tout en bouteilles. Les 30 hectares, vous faites que de la bouteille. Ouais, on fait que de la bouteille. Ça représente combien de bouteilles du coup? Ah bah ça dépend des rendements de l'année qui peuvent Ouais. être très variables, mais une année normale, c'est 90 000, 95 000 bouteilles. Voilà. Donc, Ok. Vous avez la particularité ici de faire le choix. Tiens, de quand ça date ça? On n'en a pas parlé. De faire le choix de faire quasiment uniquement des parcellaires par type par parcelle et du coup par type de terroir. De quand ça date ce choix-là? Bah après, avant, il y a déjà du temps du grand-père. Enfin, c'était surtout les vignes autour de la maison. Du coup, c'était la cuvée La Chevalerie. Voilà. Et après, ça, c'est vraiment le papa qui a développé le parcellaire. Ok, d'accord. Et est-ce que bon, vous inscrivez du coup en continuité là-dessus, ça vous plaît, vous continuez de le faire, il Oui, parce que... y a aucun moment où... Bah non, parce on trouve ça travail par parcellaire. En fait, on trouve que c'est merveilleux de travailler en parcellaire parce qu'en fait, tu peux suivre vraiment de la vigne dans ton verre. Donc tu as vraiment l'image d'un endroit à un moment donné. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Et c'est pour ça qu'après, nos élevages, en fait, on cherche pas trop à maquiller. En fait, c'est assez simple parce que du coup, on cherche vraiment à ce qu'il y ait le reflet du terroir, en fait. Et en fait, tu te rends compte que tout va bien. Ouais, T'as de la chance. bah, c'est hyper intéressant. La En fait, c'est naturelle. super intéressant Bah parce oui. que ça permet, c'est-à-dire que vous venez ici, vous pouvez goûter différentes parcelles justement et voir du Ah coup oui, l'influence du et terroir. faire C'est des ça. verticales et voir et toujours une trame commune, mais des petites variantes en fonction du climat de l'année et tout. Donc C'est donc ça. ça, c'est chouette. Hein. Puis Ok. voilà, donc on apprend. Et tu me disais, vous faites quand même des petites cuvées L'assemblage. d'assemblage. Ouais. Ça, c'est quoi? Bah, ça, la cuvée d'assemblage, en fait, c'est Franco de Porc, anciennement diptyque. La cuvée diptyque qui, du coup, c'est plutôt sur le côté alluvionnaire avec un petit peu d'argile-sable. Voilà, donc en fait, c'est Regroupé. plusieurs petites parcelles qui nous viennent du côté de la maman. Voilà. Ok. Pas un intérêt forcé de faire un parcellaire sur ce type de cuvée. Et après, là, on a une nouvelle cuvée, c'est nom d'oiseau. Mais en fait, nom d'oiseau, quand on parle d'assemblage, chez nous, c'est pas vraiment un assemblage. En fait, c'est le sud de la parcelle qui est devenu une cuvée, en fait. Voilà. Parce que sur Galichet, c'est un lieu-dit assez vaste. Et au sud, il y avait une partie un petit peu plus limoneuse qu'on a décidé d'isoler et de rentrer dans cette cuvée-là. Ok. Comment toutes ces cuvées-là, comment tu les vends? Comment vous vendez? Voilà, comment vous organisez pour vendre? Ouais. Bah après, voilà, les ventes, ça, c'est les particuliers qui viennent au domaine. Et puis après, cavistes, restaurants, et puis export. Voilà, ça, c'est assez bien réparti dans les trois. Donc, ah ouais, vous vendez, ça veut dire que vous vendez quand même une belle partie ici directement au domaine? Oui. Ok, intéressant. D'accord. Ça, c'est pareil, ça date de quand? Ça a Avec toujours le été le papa. cas? C'est ton Ouais, avec papa le qui a papa, vachement ouais. développé. Ouais. Là, l'endroit en haut, là, La salle, là? la salle de Ouais, dégust c'est et le tout, parce papa. que ça, c'est assez récent, ça. Ouais, c'est pas très Bah, vieux. oui, de 2010. Ah oui, ouais, ok. Avec l'envie de... Voilà. Bah, Peut-être, de tu faire vois, un par beau rapport... lieu et de léguer un beau lieu à ses enfants propres et voilà. Ouais. Et puis être en contact direct avec les particuliers. Ouais, après les particuliers, en fait, ils adorent venir faire les dégustations dans la cave. La cave, il y a une ambiance vraiment particulière dans la cave. C'est magique, la cave. Après, la salle est bien parce que c'est vrai que maintenant, on a un peu froid et tout. Ça commence là, Voilà. d'ailleurs. Ah bah, Ok. les 11 degrés, voilà. C'est vrai que quand on est dehors, qu'il faisait 3 salé, mais... D'accord. Et l'export, c'est quoi? C'est entre guillemets un choix. Là, vous avez envie d'avoir une partie d'export par rapport peut-être au confort des fois que ça représente de vendre souvent des quantités un peu grandes et tout, ou est-ce que c'est une nécessité parce que c'est quoi la stratégie? Ah bah, l'export, oui, c'est aussi une nécessité. Hein. Faut vendre aussi sa production. Et puis c'est vrai qu'il faut jamais mettre laisser dans le même panier. Donc c'est vrai que dans des périodes un petit peu plus compliquées, eh ben c'est bien de travailler avec différents marchés quand même. Ça c'est quand même non négligeable d'avoir une diversité quand même. Ouais. Voilà. Et ok, comment vous organisez ça, l'export? Ah bah l'export après voilà, on travaille avec différents importateurs et Comment vous les choisissez? voilà. Ceux qui vous démarchent, c'est comment vous faites pour
Bah oui, on a la chance, voilà, que beaucoup sont venus au domaine et nous rencontrer. Et voilà, et la chance que nos vins leur aient plu et qu'ils aient eu envie de travailler avec nous. Ok, et du coup, vous avez des marchés un peu partout, où il y en a des très majoritaires. Ah bah oui, après des marchés principaux, c'est vrai que les États-Unis ou tous ce qui est pays anglophone, c'est les principaux marchés. Après, tu as plein de petits pays, voilà. Tu disais, c'est une nécessité. C'est dur de vendre du vin en France, là, en ce moment? Après, je pense que ça dépend pour qui, en fait. Ça dépend. Il y a des vignerons très bien installés, qui ont une superbe notoriété, des bons marchés, voilà. Et puis, il y en a d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Ou voilà, là, c'est vrai que nous, c'est vrai qu'on a une tendance à pas faire grand-chose, en fait. On n'est pas des bons commerciaux. Alors ça, c'est vrai que c'est compliqué pour un vigneron de savoir tout faire et voilà. Donc, après, nous, on a la chance Oui, que... vous êtes plutôt dans la première catégorie. De non, gens mais on a eu la chance, on a eu la chance que des professionnels nous fassent confiance. Après, c'est vrai qu'on faut pas se voiler la face. Hein. Dans des périodes plus compliquées comme aujourd'hui, faut se bouger aussi, il faut faire des salons, etc. Et voilà, faut pas croire que tout est facile. En fait, faut jamais rester sur ses acquis. Parce que là, sinon, la chute peut être violente. Comment est-ce que tu fabriques le prix des bouteilles de vin ? Ça, c'est une question qui m'intéresse aussi. Comment on décide bon, évidemment, il y a l'historique, entre guillemets. Mais tu vois, par exemple, là, si tu fais une... Ah non, c'est pas une nouvelle cuvée, mais... Comment on fixe le prix d'une bouteille de vin quand on est vigneron ? En fonction de ton coût de production, voilà, normalement, tu le calcules et tu sais à peu près, voilà, et tu essayes de rentrer, en fait, dans ton... Faut que ça soit rentable quand même, tu vas pas vendre à perte. Non, Donc après, en fait, c'est surtout ça en fonction de ton coût de production. Et ça, c'est chez nous qui peut être très, très variable. Et après, c'est essayer de laisser les vins aussi abordables pour qu'ils puissent rester accessibles à chacun. Voilà, faut pas que le vin devienne élitiste. Ça me semble essentiel. Mais c'est vrai que tout augmente. Et après, voilà, ça dépend de tes rendements, ça dépend de plein de choses. Après, sur des appellations comme Bourgueil, sur des périodes plus compliquées, tu fais aussi attention à pas augmenter trop tes prix, hein, parce que voilà. Et est-ce que une manière de faire, justement, ici, vous avez... Bon, du coup, vous accueillez, je vous invite à venir, il y a une cave, on est dedans, là, qui est impressionnante et magnifique. Et immense. Et du coup, vous avez la capacité de stocker. Sur ces bouteilles-là, du coup, est-ce que vous faites une marge supplémentaire ? C'est celle-là, peut-être, qui vous permettent, du coup, de vivre, quoi, un peu, Oui, un peu mieux. ça, c'est dans les... Aujourd'hui, c'est à peu près le même prix, à quelques centimes près. Il n'y a pas de grosse différence, en fait, dans les millésimes qu'on commercialise. Parce qu'on aime bien, pouvoir proposer aux gens de choisir, en fait, et sans la pression du prix, et voilà, qu'ils puissent choisir vraiment le vin qui leur plaise, en fait, qui leur fasse plaisir. Donc ça, c'est vrai que pendant là, pour nous, c'était vraiment notre idée. Après, c'est vrai que à des périodes où je vous dis des aléas climatiques de plus en plus fréquents, des millésimes plus compliqués, etc. C'est vrai que oui, c'est vrai que si vous avez besoin de valoriser, vous allez valoriser plus sur ces vieux millésimes. D'accord. L'avenir, là, est-ce qu'il y a des changements à venir, des investissements ici sur le domaine, mis à part le recrutement, du coup? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer, que vous avez envie de mettre en place? Comment vous vous situez? Oui, après là, on est dans une période un petit peu de transition suite aux différents décès, etc. Mais après, nous, l'idée, c'est d'arriver à diminuer de surface. En fait, nous, nos objectifs, là, on a beaucoup trop grand. Après, c'est l'histoire personnelle de chaque vigneron. C'est vrai que beaucoup vous diront, vous avez une chance extraordinaire d'avoir ce lieu, ces vignes tout autour, etc. Mais il y a plein de manières de diminuer, entre guillemets. Tu peux louer, tu peux vendre. Sauf qu'on les a pas en propriété. Oui. Ça appartient aux cousins, aux oncles, et voilà. Et la famille, des fois, c'est chouette, mais des fois, ça peut être compliqué, la famille. Oui, j'imagine, voilà. Oui. Le petit tarif que tu dis que tu veux... Oui. Donc, en fait, donc voilà. Okay. Donc c'est vrai que sur des tu peux vendre le raisin aussi.
Tu peux vendre le raisin, bah Alors, ça fait quand même si tu voilà, faut la travailler. Et quand tu as des manques de personnel et que tu as envie de continuer de travailler correctement, comme tu as envie de travailler et de continuer à expérimenter des choses, etc., c'est vrai que c'est plus compliqué. Comment tu peux faire alors? Ça se sous-loue? Non, bah, pour le moment, on n'a pas de solution. Hein. On attend d'écouter d'autres podcasts pour voir si les vignerons ont la solution pour amadouer la famille. Alors ça, c'est un autre sujet. Oui. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, ok. Est-ce que une rubrique, est-ce que tu peux essayer, on arrive un peu à la fin, les questions que je pose un peu à chaque fois, est-ce que tu peux essayer sur une cuvée, celle que tu veux, tu choisis peut-être, je sais pas, la plus emblématique, celle que tu préfères goûter en ce moment, voilà, celle que tu veux, nous faire un petit peu le chemin de la fabrication de cette cuvée-là, de la taille, jusqu'à la mise en bouteille. Tu vois, les choix que vous faites, etc., pour cette cuvée-là. Comment est-ce que vous construisez, en fait, voilà, la fabrication de cette cuvée, et peut-être en mettant l'accent sur ce qui pourrait être, alors pas par rapport à tout le monde, mais un peu particulier ici, tu vois, pour ce que fait tout le monde. Tu vois, acheter une bouteille, oui, je sais que tu achètes des bouteilles, mais tu vois, des trucs un peu particuliers. Peut-être beaucoup à la vigne, puisque vous, l'accent est clairement mis là-dessus, et c'est ça qui fera l'identité du vin. Tu vois, est-ce que ça te dit de faire cet exercice-là? Ah oui, on peut le faire. Mais finalement, en fait, si tu prends quelle que soit la cuvée, en fait, tout est à peu près travaillé de la même manière. Donc, en fait, ça peut être généralisé. Mais par exemple, si on prend une cuvée comme la cuvée, donc, je sais pas, sur le terroir de Galichet, sur les argiles sables, et ben finalement, là, on est en train de tailler, donc une belle taille en guyot poussard. Enfin voilà, qu'on essaye de faire le mieux, mais c'est pareil, hein, sur les questions de taille, on apprend tout le temps, on se forme, voilà, on fait des erreurs, on reprend, mais voilà, en tout cas la taille pour nous c'est vraiment essentiel, parce que c'est vraiment ça qui détermine l'avenir de la plante. Donc, Comment tu fais? C'est-à-dire que là tu es capable de voir dans la vigne, avant de tailler, de dire, ok, l'année dernière j'ai fait ça mal, ou c'est au moment de la vendange que plus tu te rends compte? Ah bah non, tu le vois là. Là, ça se voit, ouais, Ah bah oui, ça là, se si voit, tu là. vois Ok. que tu t'es planté, là, tu te dis, oh, c'est qui avait ça? Ou c'est moi. Ah, ok. Ok. Non, après, c'est des questions de choix. Après, voilà, faut pas s'en vouloir d'avoir fait un mauvais choix à un mauvais moment. Faut se dire c'est son inspiration, donc tu as senti les choses à tel moment. Voilà, donc après, on sent plus ou moins bien les choses. Mais Ok, on avance un peu dans l'année. voilà, donc après, donc taille et bourgeonnage. Taille, non. Après, ici, on est sur des baguettes, donc on plie. On va plier la baguette. Après, on va les fils, faire les... Voilà. Après, beaucoup de travaux en verre, hein, quand même. C'est ça l'essentiel. Hein. Beaucoup débourgeonnage, voilà. Parce que comme, du coup, on taille... on fait attention au plaies de tèvre. Donc, c'est vrai qu'il y a une tendance à ce que les bourgeons reviennent un petit peu si on a un petit peu laissé sur le bourrelet. Voilà. Donc, un gros travail débourgeonnage. Et puis après, de toute façon, en parallèle... il n'y a pas gros travail du sol. Après, au printemps, on travaille quand même l'intercept. Voilà. Mais après, tout est semé en fait à l'automne. Donc, on est sur des semis, de légumineuses, vesses, etc. Donc ça, on touche pas. Donc, voilà. Là, du coup, au printemps, on est au milieu des fleurs et voilà, des petites abeilles. Et puis, voilà, arrivent les vendanges. Donc, vendanges manuelles en petites caissettes de 10 kilos. Voilà, après, tout est raflé, macération longue, tout en douceur, voilà. Directement dans le bois ou... Non, dans des cuves Non. inox sous béton, Ok. voilà. Et après, pressurage. Et puis après, février, ou même des fois décembre, février-mars, enfin bref, jusqu'au printemps, on va descendre tranquillement les vins à la cave, soit pour les mettre dans les barriques, ou alors il y a une partie aussi qu'on peut mettre dans les cuvées béton. Donc là, pour la cuvée Galichet, ça dépend en fait du profil du millésime. Donc imaginons qu'on soit sur Galichet 17, là, il y avait une partie en cuve béton, des grandes cuves béton de l'arrière-grand-père, et puis une autre partie qui était passée dans les barriques, des 400-500 litres qui ont un peu d'âge. Voilà, et après, on réassemble
ensemble les deux. Après, ça dépend du profil de vin, mais c'est vrai que sur un millésime comme 17, très gourmand, c'était très intéressant de garder le fruit. Parce que c'est vrai que nous, on est sur des barriques assez anciennes, donc on peut arriver très vite sur une certaine austérité au niveau des vins. Donc voilà, après, c'est l'équilibre des deux. Et puis voilà, après, nous, on n'est pas sur des mises en bouteille rapides. Voilà, ça se dépose tranquillement. On est sur des vins non filtrés. Voilà. Et après, mise en bouteille. Et puis après, on considère que quand même, après la mise, il faut au moins, parce que ça a un peu bouleversé le vin, ça, ce changement de contenant. Ouais. Donc, il faut au moins une bonne année de repos pour se remettre de tous ces événements. Et voilà, avant d'être commercialisé. Super. Je regarde ce dont je voulais parler. Mais je crois qu'on a déjà fait un bon tour. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée du coup? Quand est-ce qu'on boit un coup? Ouais. Bonne question, génial, j'aime bien. Super. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais pas aimé que je te pose? Quelle cuvée tu préfères? Dernier truc, si jamais... Enfin, non, c'est pas si jamais. Si tu devais me conseiller un seul ou une seule vigneronne, n'importe où en France qu'il faudrait que j'aille voir dans la démarche qui est la mienne, là, tu me dirais d'aller voir qui? Ah bah, je sais pas, le domaine Landron dans le Muscadet, là, comme ça, là, voilà. Domaine Landron dans le Muscadet. Ok, cool. Chouette. Bon, ben, Laurie, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, vous recevez ici sur rendez-vous, on passe un coup de fil avant. Ah oui, c'est toujours plus Voilà, on passe raisonnable. un coup de fil avant. Venez, vous serez bien reçus. Vous pourrez boire un coup. On va peut-être y aller, nous. Et voilà, merci beaucoup. Avec plaisir.